Ameraude-Guira. La métropole verdoyante d'Ameraude-Guira abrite d'immenses jardins sur des terrasses. Elle a été bâtie de façon à dompter la nature exubérante de Verdia. Lorsque l'appel à la guerre résonne, elle rassemble ses troupes de coureurs des bois et de chasseurs elfiques, dont les talents d'archers sont inégalés. La cité verdoyante. Ameraude-Guira ne pourrait pas être plus différente de sa sœur. Ce n'est pas une monstruosité industrielle enfumée, mais une cité-jardin agréable, à l'air pur, dominée par d'immenses terrasses couvertes d'une couche de terre arable. Bâtie sur d'anciennes montagnes érodées, appelées le Corritan, Ameraude-Guira est posée sur des collines en pente douce alors qu'Ameraude-Akcha est ancrée sur un sol plat. Elle est striée de canaux d'eau pure, alors que la cité flamboyante est chaude et aride. C'est sur la strate primaire de la ville que se trouve le riche quartier gouvernemental aux abords directs de la porte de la faille orageuse. Des palais dorés sont perchés sur des éminences étroites, entourés de jardins agréablement décorés de fleurs aux couleurs vives, et où coulent des ruisseaux d'eau scintillant. Des îles rocheuses et couvertes de mousse flottent au-dessus de ce paysage merveilleux. Appelées îles mouvantes ou encore aqualites, ces immenses rochers volent grâce à leurs propriétés géomantiques et sont maintenus en place avec de solides cordages en chanvre et en soie d'acier. Même les prêtres verts de la cité n'ont pas encore complètement découvert comment ces îles parviennent à flotter dans les airs. Certains disent qu'elles sont creuses et remplies de gaz magique, mais il est interdit de les forer pour aller vérifier cette théorie depuis le désastre de la chute de l'île de Siergué, quand cette dernière tomba sur la ville. Il existe aussi une caste de druides qui affirme que les îles mouvantes sont vivantes et que les tuer en les creusant reviendrait à encourir la fureur du royaume de la vie. L'eau pure s'écoule des îles mouvantes et ce système d'irrigation naturelle est utilisé par l'essentiel des infrastructures et de l'industrie de la ville. Maintenu en place et pouvant être relevé ou abaissé grâce à d'énormes cabestans, les îles mouvantes alimentent les structures et remplissent les réservoirs et font tourner les moulins à eau et fournissent l'énergie pour faire fonctionner les horloges et les grues. Les plus grandes îles mouvantes accueillent des quartiers d'errants du peuple elfique. Les princes nomades considèrent la ville verdoyante comme un des rares sanctuaires sur les royaumes mortels, et ils la défendront avec une détermination sans faille. Contrairement à la légendaire cité vivante qui est une colonie arborée, où la nature et la civilisation vivent en harmonie parfaite, Ameraude-Guira a pris le parti d'imposer sa loi et l'ordre à sa végétation. Des rivières orangées marquent les limites de la ville. Ce sont des canaux de lave venus d'Akshi, amenés grâce à des aqueducs de construction du Hardin et qui vont de la plus haute strate jusqu'à la plus basse. Ce liquide ardent empêche la végétation de Guiran d'envahir les rues et les édifices de la ville, et aussi une autre fonction encore plus importante. Quand elle se mélange à l'Aqua Guinaris, qui s'écoule des montagnes Corritan, la lave dégage de grands nuages de vapeur enchantée qui repoussent les démons et les créatures corrompues. Son pouvoir est tel qu'elle peut même soigner les maladies et guérir les blessures. Cette défense spirituelle est complétée par de hautes murailles et des tumulus entourés de douves de lave où s'élèvent des tours de garde. Pas moins de 5 guildes franches composent la garnison de ce système de protection. Le jardin du dieu roi.
Les gazettes des cités franches ont beau clamer qu'Amerolgira est la ville la plus agréable après Aziraïm, en réalité, elle n'est pas un paradis, en tout cas, pas pour les milliers d'ouvriers agricoles qui travaillent dans les champs à longueur de journée sous la chaleur écrasante du soleil au milieu des nuages d'insectes. Cette tâche n'est guère romantique et n'est jamais louée par les esthètes d'Azir. Néanmoins, les Verdians sont pragmatiques. Sans les fermiers de la ville, les guerres de Sigmar dans l'Éternel Renouveau ne pourraient pas se poursuivre. En nourriture, les armées ne peuvent pas combattre et les villes meurent de faim. Les mortels des terres lointaines traitent la population d'Amerolgira de doigts verts et de bouseux. Mais eux-mêmes ne pourraient pas survivre sans les cargaisons de céréales envoyées par la ville. Les insectes sont une plaie, voire un danger mortel à Amerolgira. Nurgle cherche à souiller le jardin de Sigmar et y envoie des nuées de mouches à peste et de moustiques gros comme le poing pour répandre des maladies. Quand cela arrive, la population se calfeutre pendant que des groupes de duardins et d'humains vêtus d'armures complètes et armés de canons à vapeur exterminent les nuisibles. Mais les insectes ne portent pas tous en eux les maux du dieu de la peste. Certains servent même de source de nourriture, et les plus gros spécimens natifs de Verdia sont même utilisés comme bêtes de somme, voire comme montures de guerre. Les célèbres carapaciers du 68e de la garde de Veld emploient des scarabées brise-roches comme monture avec une efficacité terrifiante. Les bousiers Androcus, connus pour leur docilité, sont plus répandus que les chevaux de trait dans les fermes et ont l'avantage de disposer d'ailes puissantes. D'ailleurs, le vol à dos de scarabée est un des seuls moyens d'atteindre les docks des îles mouvantes, ainsi que les points les plus élevés de la ville verdoyante. À Giran, la vénération de la Reine éternelle est universelle, même parmi les apôtres du dieu roi. Beaucoup de cités franches comptent de vastes temples-jardins à la gloire d'Alariel, et la plupart des foyers possèdent un petit tabernacle en chêne en son honneur. Les places fortes sigmarites de Giran nomment au moins un sorcier de jade au sein de leur conclave. Sa tâche est de s'assurer que l'harmonie avec les terres environnantes et donc avec les Sylvanettes est toujours préservée. Ils prennent le titre de seigneur cultivateur, de maître des chênes ou de grand pervers. Seule la merveille d'eau grise n'obéit pas à cette tradition et a expulsé son dernier seigneur cultivateur pour collusion avec les ennemis de la ville. Gur, le royaume des bêtes. Primitif, sauvage, tout de crocs et de griffes. Le royaume des bêtes est un lieu hostile où ne règne qu'une loi, celle du plus fort. Ici, même le paysage est vivant, tel un prédateur prêt à tout engloutir. Ceux qui hésitent une seule seconde, à Gur, finissent dévorés. Gur est néanmoins d'une splendeur sauvage. Ces paysages préhistoriques regorgent de fossiles gigantesques, d'abîmes impressionnants et de montagnes déchiquetées qui montent jusqu'au ciel. Si un voyageur ose s'y aventurer au péril de sa vie, il constatera que le paysage change rapidement. Une semaine, il traversera une toundra où rôdent des ours de glace. La suivante, une savane parcourue par des troupeaux d'herbivores au corps élancé. Celle d'après, une plaine de sable ocre parsemée de mésas et de plateaux rocheux où des myriapodes géants se cachent du soleil. Il est rare qu'on n'aperçoive pas dans le ciel de grands rapaces ou des vautours qui observent de loin les intrus qui pénètrent sur leur territoire.
Des voies migratoires zèbrent les terres et sont suivies non seulement par une faune variée, mais aussi par les terres elles-mêmes. Le voyageur pourra parfois trouver refuge dans une caverne, et l'aube suivante, il découvrira que l'horizon a changé, le paysage a légèrement bougé, bien que cela soit à peine discernable. Une montagne pourra se déplacer à la recherche de neige pour rafraîchir son sommet, tandis que les plaines autour tenteront d'éroder ses flancs. Les torrents creusent des hauts plateaux à l'aide des roches qu'ils ont arrachées aux montagnes. Les collines s'ébrouent pour tenter de se débarrasser des forêts qui y ont pris racine. Les arbres étendent leurs racines dans la terre à la recherche de nutriments et même de cadavres pour se nourrir. Dans beaucoup d'endroits du royaume des bêtes, les os et les crânes blanchis de gargans et d'immenses sauriens jonchent le sol. Les squelettes sont souvent recyclés par des colons inventifs. Ils s'en servent de matériaux pour créer des structures de leurs tentes, lors de bivouacs, voire pour renforcer leur place forte sigmarite. Même la pierre de royaume de Gour prend la forme d'os d'animaux pris dans l'ambre. Ceux qui sont sensibles à cette substance cristalline peuvent l'utiliser pour déchaîner la bête qui est en eux, et même pour se transformer en divers animaux pendant un temps limité. Comme disent les tribus de chasseurs du Grand Anneau, là où il y a des os, il y a de la viande, et celle de Gour est la meilleure des royaumes mortels. Par conséquent, le sel est une matière première précieuse à Gour, car les chasseurs et les pêcheurs s'en servent pour sécher la viande qu'ils exportent ensuite vers d'autres royaumes mortels. Bien souvent, la plus grande difficulté consiste à éviter que les marchands eux-mêmes consomment leurs produits avant de les vendre. Au royaume des bêtes, l'estomac prend souvent le pas sur la raison. Cependant, la forme de vie la plus répandue dans le royaume des bêtes n'est pas un animal sauvage, ni même un homme, mais une créature beaucoup plus violente et prédatrice, le peau verte. Les contrées de Gour, avec le fort Grande Gueule, ici. Le hall des festins Ogor de la tribu du Point Viandard, situé dans les montagnes. Excelsis, cité portuaire faisant commerce de prophéties et souvent attaquée par les peaux vertes. Les Beastgrave ici. Montagne douée de conscience qui se nourrit des aventuriers imprudents. L'expédition Tonne Mépris. Des armées d'Excelsis affrontent des monstres énormes et des auruques couverts de peintures de guerre dans les pics de Tonne Mépris pour tenter de tuer leur chaman.